Je vais vous demander de vous présenter, quand vous n'aurez pas reconnu. C'est pour un peu changer de la précédente. Donc, Franck Bruel, je suis membre du comité exécutif du groupe Engie et je suis en charge des activités B2B en France et du développement de l'hydrogène dans le monde. Arnaud de Cambière, je suis directeur délégué à la Banque des Territoires en Île-de-France. Et je vous prie tout de suite d'excuser Marianne Louradour qui devait être là. Donc je vous poserai les mêmes questions. Voilà, que je remplace au pied levé, qui est retenu par la présentation d'un investissement important devant nos comités. Voilà, merci. Jean-Michel Hunemotte, architecte. Julien Pemzec, je suis président de Woodeum Résidentiel du groupe Woodeum, promoteur immobilier d'immeubles en structure bois. Bien, bah écoutez, vous ne serez pas venu pour rien, puisque vous dites que vous remplacez Marianne Louradour qu'on regrette, mais vous allez la représenter avec joie. Et je vais tout de suite vous poser une question. La Caisse des dépôts, Banque des territoires, est un acteur essentiel du logement en France. Comment appréhendez-vous votre démarche dans une approche métropolitaine ? Je voudrais qu'on parle aussi après de l'action des quartiers. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la Banque des territoires est un acteur majeur dans la production de logements en France, en tant que financeur principal d'ailleurs du logement social. Ça me donne une vision très, très précise des dynamiques et des enjeux de ce secteur. On a une région qui a des caractéristiques à la fois démographiques et en termes de demande très, très importante de logements abordables, qui font que la production sociale et la production intermédiaire représentent aujourd'hui près de 40% de ce qui est mis en chantier en Île-de-France. En effet, on a un secteur du logement social qui est extrêmement significatif. Vous avez 1,2 million de logements sociaux, c'est 40% de ce qu'on a en France. Malgré cela, la région Île-de-France fait face et son agglomération centrale depuis plusieurs années à un déficit, déficit de production en vue de faire face aux besoins. Et cela résulte d'une offre historiquement basse. Donc si on confronte les chiffres, 1 250 000 logements sociaux, 700 000 demandeurs, 100 000 personnes qui sont dans les dispositifs d'accueil d'urgence, y compris à l'hôtel, vous le savez. Et donc la Banque des territoires, par rapport à ça, elle mobilise des moyens financiers, c'est son rôle, la mission notamment autour du fonds d'épargne, favoriser la production de logements. Et je vous donne juste quelques chiffres. Alors je vais additionner les 2 dernières années pour faire encore plus masse. 2017-2018, c'est 6,8 milliards d'euros de financement en prêt long terme qui ont permis de financer. Alors là, je parle finalement de logements qui sont en cours de construction, voire qui sont en train d'être livrés. Près de 50 000 logements sociaux. Et puis l'accompagnement et la réhabilitation de 86 000. Vous voyez donc l'importance de ce dispositif. Mais c'est un constat partagé par l'ensemble des acteurs que cette offre de logement elle est inégalement répartie à l'échelle de la métropole. On constate effectivement des spécialisations très fortes de certaines zones, comme la Défense, certains arrondissements de Paris, la Plaine Saint-Denis, bien entendu, et également en matière d'accueil d'activités économiques et d'emploi, en décalage avec les zones d'habitat. Cette dispersion fonctionnelle des territoires au sein de la métropole, elle accentue les besoins et les contraintes en matière de mobilité, au détriment parfois de la qualité, même plus que parfois, de la qualité de vie des habitants. Donc certainement, bien sûr, nécessité de repenser la manière dont les espaces urbains s'organisaient à l'échelle métropolitaine. C'est sans nul doute une des voies importantes pour permettre un meilleur équilibre, avancer sur ce domaine. Alors les réflexions sont engagées, c'est à la métropole du Grand Paris, c'est à la fois à travers l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et du PMHH, enfin le plan métropolitain, excusez-moi, pour l'habitat et l'hébergement. Donc la Banque des territoires, elle y contribue par ses expertises, sa vision d'expert, ses données
qui sont à disposition. Mais je crois que très fondamentalement, cette ambition, cette définition, c'est le rôle, c'est avant tout le rôle, la responsabilité des élus. Des élus aux côtés des services de l'État. Ils ont cette responsabilité de déterminer le cadre et les actions à mettre en œuvre. La Banque des territoires, elle est à leur côté, elle sera à leur côté. Et ce qui nous mobilise, nous, face à la diversité des besoins, c'est de mettre en œuvre des solutions adaptées. Adaptées aux enjeux, donc ça fait beaucoup ensuite de travaux à faire. En arrivant à l'instant, on discutait avec Patrick Terroir, là, que je vois dans la salle, il dit, par exemple, sur les logements partagés, sur les changements d'usage, qu'est-ce que vous faites, comment vous allez faire, hein. Et là, il y a un chantier effectivement énorme qui concerne les services de l'État. Aujourd'hui, quand on finance du logement social, on finance des agréments à travers un processus administratif extrêmement complexe et long, qu'il faut absolument simplifier et organiser pour être capable de répondre très concrètement aux objectifs. Et alors, est-ce que les actions cœur de quartier que vous menez avec l'ANRU, l'ANA, permettent aussi d'envisager, en complément, de la réhabilitation dans des cœurs de ville, dans des territoires un peu fragilisés ? Tout à fait. L'action de la Banque des territoires, c'est bien l'ensemble, la Banque des territoires en Ile-de-France, c'est bien l'ensemble du territoire régional. On est présent et on accompagne les collectivités, les opérateurs dans les secteurs de politique de la ville. Et bien entendu, Action Cœur de Ville est aujourd'hui une des actions centrales de la Banque des territoires. Alors, je vais passer la parole à Jean-Michel Wilmotte. On se parlait ce matin et on se disait, tiens, comment on va angler immédiatement pour comprendre l'enjeu d'un architecte de votre niveau, comment on travaille dans les gares. C'est aujourd'hui, vous me disiez, on est en train d'aller, mais ce qui était aussi le thème du Grand Paris, vers la polycentralité. Donc on vous demande de construire et des logements et des bureaux et des commerces autour des gares. Et vous m'avez dit, la gare, c'est la nouvelle mairie, quoi. C'est la nouvelle église au cœur des... C'est vrai que c'est une véritable nouvelle centralité, c'est-à-dire que pour les personnes qui travaillent dans la capitale et qui doivent se déplacer, ils ont un transport en commun qui dure 10, 15, 20 minutes et après ils se retrouvent en plein cœur d'un quartier. Et c'est vrai que la gare, c'est le point de mire, c'est le point de départ de la vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à partir de là qu'on peut développer à la fois du commerce, du bureau et de l'habitation. Vous avez fait allusion à Kyoto ce matin. Vous avez fait allusion à la ville de Kyoto. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé à Kyoto, au Japon, il y a une vingtaine d'années. Et j'ai toujours été fasciné par cette gare qui était une véritable ville couverte, quoi. C'est-à-dire que les trains arrivaient, mais après, là, on pouvait aller sans sortir de l'espace, aller au cinéma, aller à l'hôtel, c'était des véritables centres de vie, quoi. C'était exceptionnel. C'est ce qui va se passer à Aulnay. On parlait d'Aulnay ce matin. Non, parce que vous parlez... L'échelle est complètement différente. Non, mais je vais prendre deux exemples. Aulnay, nous avons donc gagné un concours on construit sur la gare qui a été conçu par des confrères. Et puis, à côté, à peu près 40 000 mètres carrés. Mais c'est là, justement, qu'on va aborder la ville différemment. Moi, j'ai bien aimé vous parler de ville abordable. Donc, chacun peut y trouver sa signification. Pour moi, c'est une ville humaine, une ville aimable, une ville où on peut être très heureux. Ça. Bon. Et donc, on conçoit nos bâtiments comme ceci et aussi, on anticipe sur les devenirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des changements de comportement dans l'habitation, dans le bureau, dans le commercial, dans tout. Il y a des changements de système horaire. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Et c'est ce que je trouve passionnant et qu'il y a un nouveau boulevard qui se présente aux architectes maintenant, c'est qu'il va falloir réfléchir avec la réversibilité. Peut-être qu'on fait du social, mais demain, ça peut devenir autre chose, l'accessibilité. Donc, ça devient des sujets totalement différents. La diversité,
J'allais dire que quand vous construisez aujourd'hui, vous pensez Demain, ça peut devenir du dans les bureau. 20 ou 30 ans ou 40 ans, ça peut devenir tout à fait autre chose. Bon, certains pays vont plus loin puisqu'ils parlent de cradle to cradle, c'est-à-dire qu'on peut démonter un bâtiment, en reconstruire un autre avec, si vous voulez. Bon, ça c'est d'autres techniques. Mais déjà, savoir que si on fait un bâtiment de logement, demain ça peut devenir un hôtel, après-demain des bureaux. Ça c'est quand même une mentalité tout à fait nouvelle que l'on doit aborder. Ensuite, le logement. Le logement, aujourd'hui, les familles évoluent. Les familles peuvent se diviser, les familles peuvent s'agrandir, se diminuer. Donc il faut que les logements peuvent servir à ça. C'est-à-dire qu'un jeune couple aussi peut acheter un appartement plus grand en prévision du futur, mais louer la moitié de l'appartement. Donc il faut envisager des doubles circulations dans les appartements pour qu'ils soient sécables. Ça, c'est des sujets très très intéressants. La même chose, bon, aussi le fait qu'on puisse travailler partiellement chez soi détermine aussi des espaces différents. On ne va pas travailler dans sa cuisine, donc il faut envisager quand même des systèmes nouveaux. Le fait qu'on fait plus ses achats de la même façon. On partage entre lui commerce ou l'achat impulsif parce qu'on était séduit par quelque chose dans une vitrine. On n'en a plus du tout les mêmes appréhensions. Et ça, je pense que c'est intéressant. J'avoue que il y a 4 ans, on était appelé par Xavier Niel pour faire la station F. Et je crois que c'est à ce moment-là que, dans le cabinet, et les personnes avec qui je travaille, nous avons tous pris conscience qu'il y avait une évolution, qu'il y avait une page qui se tournait. On l'a vu au niveau du travail de la station F, et on l'a fait après des logements pour la station F. On fait un tour de logement où, si vous voulez, ce sont 6 chambres. C'est du co-logement. Co-living. Ouais. Co-living. C'est la même chose. Mais ce qui est intéressant... Alors ça, c'est très intéressant parce que voilà, on a des appartements. D'ailleurs, je suis allé voir le maire en lui disant on va faire 700 chambres d'hôtel. Alors ça, c'était génial. Il m'a dit jamais de la vie. Il est très bien, le maire du 13e. Et je suis allé... C'était le maire d'Ivry? Non, c'était le maire d'Ivry. Et je suis retourné le voir 15 jours après. Je dis finalement, on fait plus ça, on fait 100 appartements. Ah, ben, il dit, c'est plus raisonnable, c'est beaucoup mieux. Et donc, on mettait 6 chambres par appartement. Mais si vous voulez, c'est très intéressant qu'il nous ait poussé à faire ça. Et donc, on a des appartements qui sont conçus de 6 chambres, très petites, j'ose même pas vous dire la surface. Mais en plus, ces logements, il y a des espaces cuisine, des espaces salon, des espaces à manger, des balcons, parce qu'il y a encore des fumeurs. Et donc, ça fait une centaine d'appartements dans lesquels les cohabitants changent suivant les époques. Alors, il faut dire que ça s'adresse aux personnes qui travaillent dans la station F, qui ont des... Dans la station F ou d'autres, d'accord. Ou autres, des environs, c'est-à-dire que ce qu'on garde, c'est l'esprit collaboratif au sein de ces appartements qui sont relativement au niveau du marché, un peu en dessous, pour pouvoir garder à proximité. Si on compare à de l'hôtellerie, c'est du niveau entre Ibis et Formule 1. Ou Mama. Pour Paris, enfin même aux portes de Paris-Ivry, qui devient maintenant carré. Ce sont des prix abordables là, puisqu'on est dans ce thème-là. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, parce que justement, on obtient des surfaces qui sont assez compactes, si vous voulez, et c'est l'espace commun qui s'agrandit au détriment de l'espace nuit, si vous voulez. C'est ça qu'on a optimisé, et surtout, on y fait aussi beaucoup de services communs. Il y aura des laveries, il y aura des supérettes, qui seront noyés dans l'ensemble des bâtiments. Donc ça correspond à des changements. C'est adapté à des jeunes qui démarrent dans la vie, dans l'entreprise, mais je pense que ça, adapté dans le logement, on peut faire exactement dans le logement plus traditionnel, on peut trouver exactement le même dans le logement social. Et dans le logement social, bien sûr, oui. On a dit qu'on allait parler du bois, parce qu'on va rester justement dans le thème de l'abordable. Alors, il faut dire que tous les deux, vous vous connaissez parce que vous avez travaillé ensemble. Julien, parce que vous dirigez, vous êtes le président de Woodeum. Et alors, ce matin, je demandais à Jean-Michel,
Vous êtes conscient quand même que Woodeum a été chercher des grands cabinets d'architectes pour pouvoir effectivement être là dans une rupture et leur demander de se confronter au bois. Ils sont venus nous chercher pour défricher, vous comprenez? Pour défricher. Vous Parce m'avez que dit on a essuyé pas les facile au voilà. début. Vous m'avez dit on a très essuyé. difficile. Voilà. Et puis une fois qu'ils ont défriché, ils ont allé chercher les autres. Non. Mais vous m'avez dit, on a essuyé les plates, mais après Non, on s'est libéré, c'est-à-dire que vous Au avez début, pu... on pensait bois, on pensait structure, puis finalement, petit à petit, on s'est aperçu que le bois, c'était comme du béton ou des parpaings. C'est structurel, si vous voulez. Et qu'après, on le recouvre d'un enduit, d'une brique, d'une pierre, etc. Mais au début, on a eu du mal à faire le passage de dire que c'était uniquement le bois. Pour nous, c'était plus dans l'architecture montagnarde, etc. Donc on a eu du mal à passer finalement, quand on a visité les premiers bâtiments qui étaient faits en CLT, on ne le croyait pas parce qu'ils étaient recouverts d'enduit, il n'y a plus une trace de bois. Mais maintenant, on essaye de laisser des traces de bois pour montrer qu'on est dans les CLT. C'est pour ça qu'on laisse des traces dans les circulations intérieures, dans toutes les parties qui ne peuvent pas être abîmées par les intempéries. Les sous-faces de loggia, les parties communes, si vous voulez. Donc on garde quand même cette... Et quand vous dites que vous êtes libéré, ça veut dire que vous m'avez dit que vous avez fait des ouvertures plus grandes, vous avez fait Petit à petit, au début, on était intimidés parce que, si vous voulez, quand on visite l'usine de fabrique de CLT, c'est des grands panneaux, tout est automatisé. Il y a les arbres qui rentrent d'un côté et les façades de maisons qui sortent de l'autre côté. C'est totalement automatisé, c'est ahurissant. Mais les façades, c'était des grands panneaux dans lesquels il y avait des trous. Donc on était inhibé par ce genre de modèle de construction. Et maintenant, on a pu aller beaucoup plus loin. Et donc, on construit vraiment en structure bois. Et après, on fait des immeubles de 7, 8, 9, 10 étages sans souci, quoi. Aujourd'hui, on a même un projet de tour à partir de ça. Alors, très souvent, il y a plusieurs intérêts. D'abord, on ne fait plus de sous-sol, plus d'excavation. On a une dalle et on construit des noyaux en dur. Et tout autour, on développe les planchers et les structures et les murs et toitures. Alors Julien Pézenec, je vais vous demander, puisqu'on parle d'abordable, vous êtes à un stade où vous n'êtes plus expérimental, ça y est, vous êtes dans un autre stade, vous avez monté d'une step, comme on dit, et outre Jean-Michel Villemotte, Jean-Paul Viguier va construire une tour à Bordeaux de 50 mètres de hauteur. Le bois, c'est le numérique, la maquette BIM, c'est économisé. On parle d'abordable. Les coûts sont rationalisés intelligemment. Oui, alors les coûts sont rationalisés. Alors d'abord, pourquoi le choix du bois? Ça part d'un constat, qui est le constat que l'industrie de la construction et le bâtiment de manière générale, c'est un tiers des émissions de carbone en France, à égalité avec le transport en commun. Et donc, vous connaissez tous le rapport entre les émissions de carbone et le dérèglement climatique, il y a une urgence, en fait, à réfléchir sur nos modes de construire. Et donc, on s'est emparé de ce sujet, à l'origine Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, avec de grands architectes comme Jean-Michel. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas que ça soit technique, l'enjeu c'était que ça soit esthétique. Et on a frappé plusieurs très grands coups avec Jean-Michel, en réalisant d'abord le premier immeuble de 140 logements à Ris-Orangis avec l'aide de Grand Paris Aménagement, qui était une première européenne, construit en une seule année, puisque c'est un des avantages aussi de ce matériau, c'est que la préfabrication dont a parlé Jean-Michel, additionnée avec la maquette numérique qui nous permet en fait de mesurer très précisément les besoins en matériaux, parce que pour nous, le bâtiment de demain, il doit être frugal en matières premières et derrière frugal en énergie, c'est primordial. Et donc, je reviens sur ce choix du bois. Le choix du bois, en fait, c'est de remplacer un matériau qui est émetteur de carbone, qui est le béton, qui va émettre à peu près 500 kg de CO2 par mètre cube, par un matériau qui, lui, à l'inverse, est biosourcé et stockeur de carbone. Un mètre cube de bois, c'est moins 500 kg de CO2 par mètre cube. Ça veut dire que c'est un rapport inversé au carbone. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réduire drastiquement l'empreinte carbone des bâtiments. Et donc on ne parle pas d'économie de bout de chandelle, hein, c'est réduire par 2 les émissions de carbone. Donc c'est fondamental. Quand vous vous souvenez du premier chiffre que je vous ai dit, c'est 1/3 des émissions de carbone dans un pays industriel comme la France. Et donc cette prise de conscience, elle est en train de s'accélérer considérablement. On a eu un grand coup de projecteur avec la COP21 sur les soucis du carbone, qui nous a aidés en fait à passer du monde de l'économie du kilowattheure au monde de l'économie du carbone. On réfléchissait plus à
demandait à un bâtiment de produire de l'énergie, on lui demandait surtout de ne pas en consommer et de réduire son émission de carbone. Et en fait, c'est cet effet-là qui est en train vraiment de prendre une ampleur gigantesque. Si on pense au dernier grand concours de la ville de Paris, Réinventer Paris, sur 23 projets, 16 en construction bois, donc on sent que ce n'est pas un effet de mode. On retrouve cette statistique aussi sur les grands projets d'Inventons la métropole 1, Inventons la métropole 2, je pense qu'on aura le même constat, parce que ça y est, les gens réalisent qu'il faut changer. On n'osait pas trop le faire avant parce qu'on n'avait pas forcément la technique qui permettait de bien le faire. Et là, ça y est, on l'a, cette technique. Alors, ça passe par le bois massif, qui est en fait un dérivé du lamellé-collé. Ça existe depuis des années. D'ailleurs, on est très habitué au bois. Même dans un immeuble haussmannien, il y a 50% de bois. Donc, on a toujours vécu avec du bois autour de nous. Et là, ce qu'il fallait, c'était avoir ce nouveau matériau qui permette de pousser les limites, de construire sur des gares, de construire des immeubles de 17 étages, de construire des bâtiments de 120 000 m². Et voilà, on l'a, cette matière aujourd'hui. Alors, on a bien compris qu'on en discutera avec Engie tout à l'heure, parce que votre but va dans le même sens, enfin, même si les vendeurs d'énergie, c'est quand même d'économiser c'est d'économiser la facture sur le long terme, c'est-à-dire un bâtiment vertueux. Jean-Michel dit un bâtiment sain, c'est-à-dire un bâtiment qui est construit avec moins de nuisances, un chantier qui arrive à l'heure, puisque tout est calculé. En fin de compte, on réinvente le préfabriqué dans le très bon sens du terme. Exactement, c'est ça. La construction en bois, c'est 6 à 8 fois moins de camions quand on fait des chantiers. Donc c'est aussi une réponse aux villes qu'on est en train de densifier énormément parce que l'étalement urbain pose des problèmes écologiques. Donc on est plutôt aujourd'hui en train de construire la ville sur la ville. Et donc on va avoir de plus en plus de grues, de camions qui passent. Et en fait, par cette méthode de construction, on va gagner 6 à 8 mois de chantier grâce à la préfabrication. Un étage pour un bâtiment, c'est plus un mois, c'est une semaine. Donc on gagne vraiment beaucoup de temps sur la réalisation, donc on réduit la durée de pénibilité pour le voisinage. C'est moins de camions aussi, parce qu'un camion qui amène du bois, c'est 50 m³ d'un coup, là où une toupie de béton amène entre 6 et 9 m³, donc c'est mécanique, vous réduisez par 8 vos rotations de camions. Et donc ça c'est important parce qu'on a besoin de logements, on a besoin de bureaux, mais on a un peu de mal aussi à supporter les chantiers. Donc avec des nouvelles solutions de construction, eh ben, on rend tout ça compatible. Une question, il vient d'où ce bois? Parce qu'on va parler d'empreinte. Oui, bien sûr. Carbone, oui. Donc il vient d'où? Le bois, c'est de l'épicéa ou du pin. Il en pousse en France, il en pousse dans tous les pays limitrophes de France, l'Allemagne, l'Autriche. Les pays les plus avancés aujourd'hui sur la production sont l'Autriche et l'Allemagne, parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont habitués à transformer le bois en matériaux. Alors d'abord, c'était de la pâte à papier, et puis après, c'est devenu du bois de construction. Mais il y a une opportunité industrielle géniale en France, parce qu'on a la ressource. Et ce qu'il faut maintenant, c'est bien structurer la demande, donner de la visibilité long terme grâce aux aménageurs, grâce au territoire, pour qu'en fait, on puisse s'engager dans cette histoire. Alors, puisqu'on parle d'abordable, avec tout ce que vous venez de nous dire, on imagine que le coût de fabrication, étant donné que le chantier est réduit en longueur, est-ce qu'il y a une répercussion, un pourcentage que vous pouvez nous communiquer? Aujourd'hui, c'est une matière première qui est plus chère que le béton. Donc il faut se battre pour en maîtriser le coût. Et donc aujourd'hui, grâce à l'ingénierie, grâce au BIM, on arrive à maîtriser ce surcoût en le limitant à 50 à 70 € du mètre carré supplémentaire, ce qui représente 2 à 3% du coût travaux, ce qui à l'échelle d'une économie globale sur un prix de revient représente 1%. Donc c'est un surcoût qui est absorbable, qui est compensé en plus par l'économie de temps des chantiers, qui devra bientôt rentrer aussi dans les raisonnements sur la compensation en économie d'énergie, parce qu'on a du mal encore aujourd'hui, mais le raisonnement global aide beaucoup le bois, parce que peut-être que si vous payez 1% plus cher, mais que derrière vous économisez 30 à 40% de charges, bah finalement, le reste à vivre quand on va chercher son crédit, enfin tous ces sujets-là peuvent être vus de manière plus globale. Cela étant, vous avez des retours d'expérience sur des consommations d'énergie, parce que ça oui, dépend, bien sûr. ça dépend du bâtiment, mais aussi du chauffage qui est installé. En fait, on a déjà 250 logements qui sont livrés, habités, et on les suit de très près. On prend des nouvelles des familles régulièrement. On les monitore sur le sujet acoustique, parce que ça, c'était un des biais du bois. Sa légèreté est une contrepartie en fait à sa capacité à traiter l'acoustique. Donc on a beaucoup travaillé pour réaliser des planchers qui donnent une acoustique parfaite, parce que c'est
le reproche numéro 1 qu'on fait au logement dans l'ancien et dans le neuf, c'est la qualité acoustique. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect, et donc dans tous les projets qu'on fait ensemble, on épaissit les planchers de 7 à 8 cm par rapport à des planchers béton, donc on a des bâtiments qui sont un petit peu plus hauts que les bâtiments en béton. Vous avez parlé des charges, donc on mesure cette économie aussi, hein. Je disais les 30 à 40%, c'est ce qu'on a pu mesurer là, sur une réalisation qu'on a fait ensemble, notamment à Issy-les-Moulineaux, là, sur un très beau projet réalisé en seulement 9 mois, livré sans réserve, parce que ça aussi c'est l'hyper-précision de ce matériau. Apparemment, les réserves... C'est assez formidable parce que vous arrivez dans un chantier où les murs sont vraiment droits et les angles sont vraiment des angles droits. Donc tout ça cumulé rend le support pour les corps d'état secondaires beaucoup plus adapté. On est moins dans le bricolage, hein, on est plus dans la réalisation précise. Et tout ça mis bout à bout se traduit par une vraie bonne qualité des bâtiments finis. Très bien. Alors, Monsieur Bruel, on parlait d'énergie et d'économie d'énergie. Ça fait peut-être pas votre histoire, mais vous Si, vous parce que, si, j'imagine, je plaisante. vous savez, on a 100 000 collaborateurs à l'intérieur du groupe, dont le seul métier, c'est de faire de l'efficacité énergétique. Donc aider les gens à mieux consommer l'énergie de façon plus durable et de façon moins onéreuse. Juste un témoignage personnel, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vécu pendant plusieurs années en Scandinavie dans une maison qui avait plus de 100 ans et qui était entièrement en bois. C'est extrêmement confortable et on ignore souvent que la Scandinavie, le Canada et même les États-Unis, l'habitat individuel est très souvent en bois. Vous chauffiez à quoi? Pardon? Vous étiez chauffé uniquement au poêle à bois? Non, la maison était construite entièrement en bois et nous avions une pompe à chaleur individuelle qui utilisait la température stable du sous-sol pour produire de la chaleur à un coût extrêmement faible. Ce qui est important parce qu'on chauffe très longtemps et très fort dans l'année. Les hivers sont longs. Alors dites-nous comment vous faites pour, justement, quand on fait l'acquisition d'un logement, c'est le prix, on en parle, c'est aussi les charges après. Comment Engie travaille sur ce créneau? Alors, on a des actions qui sont extrêmement visibles et très récemment, on a fait des offres sur le chauffage au gaz en faveur des ménages les plus défavorisés. Mais pour revenir au thème d'aujourd'hui, qui est celui de la ville abordable et de la ville habitable, la conjonction de ces deux choses, ça tombe directement sur les sujets de la qualité de l'énergie et de la qualité de la consommation de l'énergie. Parce que si on veut des villes qui soient habitables, il faut qu'on soit capable de consommer l'énergie de façon durable, respectable pour l'environnement. Et si on veut qu'elle soit abordable, il faut qu'on arrive à le faire de façon efficace. Quand on parle de bâtiments, et en particulier ce qu'on a fait depuis qu'on commence là, on parle souvent du bâtiment neuf. Or, en France, on a 30 millions de logements et on ne construit que 1% de ça par an. Et alors que tout ce qui a été construit avant les années 70, M. Wilmot en parlait très bien, ça s'est construit à une époque où on vivait différemment. Les familles étaient plus nombreuses, elles étaient plus stables, on ne travaillait pas à la maison, on avait une voiture, on circulait en ville avec une voiture et c'était fait pour. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler à mettre un fort accent sur la rénovation de l'existant et l'adaptation au mode de vie actuel, avec des familles plus petites, parfois moins stables, où on travaille à la maison, où la colocation, moi, j'ai 5 enfants, j'en ai 4 en colocation aujourd'hui, c'est une industrie en tant que telle, et c'est des gens qui cherchent une autre forme de confort. Et en particulier, tout ce qui a été construit avant les années 70, l'isolation, c'était de la science-fiction à l'époque. Et le coût de l'énergie n'était pas un sujet. Et on consommait du fioul ou du charbon. Et donc, il y a un sujet global à faire. Et sur le logement, en particulier, les actions gouvernementales sont souvent très étroites sur un sujet. Alors qu'en fait, l'efficacité énergétique dans un logement, c'est un sujet complet. Et je pense qu'il faut encourager les initiatives qui prennent le logement dans son ensemble pour le rendre à la fois moins onéreux, donc consommer moins, et surtout plus vertueux dans ce qu'il consomme et comment il le consomme. Encore une fois, les pompes à chaleur sont les pompes à chaleur qui vont chercher, pas les pompes à chaleur RR, parce que celles-là,
c'est encore une autre aventure. Mais celles qui vont chercher l'eau du sous-sol sont extrêmement efficaces. La géothermie ? C'est la géothermie, il y a plusieurs formes de géothermie. Ouais. La géothermie qui va chercher l'eau très profond, c'est une activité industrielle. Celle qui va juste chercher l'eau de la nappe phréatique pour faire des échanges de température, oui. Elle est à la portée de tout particulier et elle est extrêmement efficace. Et encore une fois, c'est une technologie qui est mature. Donc le logement, un sujet complexe dans lequel il faut aborder le sujet. Nous, on a une offre EFI Énergie qui prend le logement dans son ensemble pour essayer de le faire progresser. Et puis quand on monte au niveau d'un quartier, le quartier c'est très intéressant parce que c'est finalement assez autonome, ça vit dans une ville et c'est encore à l'image de ce qu'on s'est rénové dans une ville. Et il y a des projets, en particulier en France, dans lesquels on prend un quartier complet, on le reconstruit. Et là on est capable d'utiliser des moyens plus industriels, plus efficaces pour équilibrer les consommations. Au moment où on travaille, quand on va à son lieu de travail, quand on se transporte, quand on a un logement, on n'a pas les mêmes besoins et on peut les équilibrer. Et là, il y a des réflexions qui ont été menées, des projets où on a mis ensemble les producteurs d'énergie, ceux qui savent mieux la gérer, et puis les promoteurs, les aménageurs, pour faire des projets complets. L'espace des Lumières au nord de Paris, qui a été fait en particulier avec une de nos entreprises qui s'appelle Air Nouvelle, pense l'entièreté de la consommation du quartier, en faisant un réseau de chaud, un réseau de froid, en combinant ça avec l'arrivée des transports en commun et comment la vie va s'organiser dans ce quartier. Donc là, vous travaillez au niveau de l'aménageur quand il s'agit d'un quartier? Dans ce cas-là, oui. Oui. D'accord. Et puis, le stade ultime, parce que c'est finalement le plus complexe et là où il y a le plus à gagner, c'est la ville en entier. Parce que là, on a des problématiques qui sont d'une autre échelle et dans lesquelles on a toute la diversité de ce qui se passe dans une ville. Et pour moi, là, il faut d'abord que les villes pensent la consommation d'énergie en tenant compte de leur environnement. Il y a des villes qui disposent de biomasse. Mâcon, Lyon ont monté des expériences fortes pour récupérer la biomasse que produit leur propre activité, pour en faire de la chaleur, pour en faire de l'énergie, à la fois verte et pas chère. Et puis, Marseille a une autre qualité. Marseille a un port. Et là aussi, une pompe à chaleur à l'échelle d'un quartier complet qui va produire de l'énergie pas chère et qui va produire à la fois du froid et du chaud pour les logements quand ils sont pleins, pour un centre commercial quand les gens sortent de chez eux, etc. Et donc Tassalia est un projet qui, de ce point de vue-là, est exemplaire. Le dernier point, et qui pour moi ouvre beaucoup de possibilités pour l'avenir, c'est tout le potentiel qu'amène le digital. Tout ce que je viens de décrire, ça traduit une complexité gigantesque. Le nombre de gens, le nombre de sources d'énergie, le nombre de façons de la consommer, tout ça n'est gérable qu'avec des ordinateurs, avec du digital et du savoir-faire digital. Et pour moi, c'est l'étape d'après qui est en train de se développer aujourd'hui sur les smart cities. Être capable d'amener dans une ville des centres de contrôle, des capacités de calcul, de l'intelligence logicielle pour optimiser tout ce qui est disponible et l'utiliser quand il est vertueux, le stocker quand c'est possible et faire mieux vivre les gens dans leur logement et dans les villes. Très bien. Vous avez vu, j'ai pensé à vous, le 12 février, c'est-à-dire cette semaine, il y a eu Eurostat a rendu public une étude selon laquelle on sait que l'Union européenne s'est engagée à porter la part des énergies renouvelables à 30% en 2030. 11 pays européens y sont presque, en tous les cas pas loin. Il y en a 2 qui ne le sont pas du tout. Alors quand on dit énergie renouvelable, c'est l'éolien, c'est l'hydraulique. Il y en a 2 qui ne le sont pas, c'est la France, les Pays-Bas. Curieux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le chemin à parcourir est très important et qu'il n'y a pas de solution unique. C'est-à-dire que même les gens qui disposent d'énergie renouvelable, qui ont la force d'avoir de l'hydraulique ou qui ont des façades maritimes ou qui ont un enseignement très fort, n'arrivent pas dans un délai très court à faire ça, à se rendre complètement vert. Et c'est en combinant toutes les choses. Il n'y a pas, et c'est un message qui est assez fort,
il n'y a pas de solution magique. Ça n'est qu'en combinant toutes les formes d'énergie, celles dont on dispose aujourd'hui, et en se mettant en réseau, qu'on arrivera à obtenir une énergie vertueuse dans le monde. Donc, les Hollandais disposaient de gaz. Ils se sont mis en quête très vite d'autres ressources. Aujourd'hui, ils sont en train de déployer de l'éolien, beaucoup en mer, parce qu'il y a beaucoup de vent en mer du Nord. Mais ils ont un problème pour le stocker. Donc ils sont en train de développer aujourd'hui des nouvelles technologies pour stocker leur énergie électrique sous forme d'hydrogène. C'est encore une étape de plus. Les pays comme le Chili produisent beaucoup d'énergie photovoltaïque, mais il le produit au nord, alors que son économie est au sud. Donc il faut trouver les solutions à la fois pour transporter et pour stocker. Donc je pense que les populations et les gouvernements sont conscients maintenant qu'il y a quelque chose à faire. Il faut arriver à faire en sorte que les gens approchent les sujets de façon globale, en prenant toutes les ressources d'énergie dont ils disposent et en se mettant en réseau avec leurs voisins. Très bien, merci. Quelle est la durée de vie d'un bâtiment en bois? Elle est infinie. Regardez les plus vieux ouvrages encore debout, la cathédrale de Chartres, les plus vieux bâtiments du monde, le plus vieux c'est 1 millier d'années, c'est en structure bois. L'enjeu en fait c'est de bien isoler le bois des grandes variations de température et d'humidité. C'est pour ça que Jean-Michel l'avait expliqué, c'est plutôt un matériau qu'on va protéger, mettre en structure, puis le recouvrir, isolation par l'extérieur, puis un parement de façade, de sorte qu'il soit stabilisé à la fois en température et en humidité. Alors, quels sont les matériaux qu'on peut mettre en façade pour pas, j'allais dire, détruire le côté vertueux du bois? Je veux dire, il doit y avoir des sélections de matériaux assez précieux. Est-ce que vous qui êtes très pointu là-dessus... On peut tout mettre, mais je pense que maintenant, il faut vraiment réfléchir, parce qu'aller mettre du marbre sur une structure bois, c'est pas terrible, mais c'est quand même ce qui se fait. Bon, aller mettre de la plaquette de briques, etc. Il faut maintenant réinventer les produits qui accompagnent cette structure. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement la filière bois, hein, il y a des filières matériaux et industriels à remettre en route pour construire, j'allais dire, abordable. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un champ devant nous pour les architectes et les concepteurs. Très bien, merci infiniment, messieurs. Merci.